moustique. Quand le mot est lâché, il évoque immédiatement le désagrément de la piqûre, le bruit énervant près de l'oreille, et pour nous, les humains, le danger potentiel de la transmission d'un virus ou d'un parasite. Chikungunya, dengue, paludisme, encéphalite japonaise, Zika, fièvre jaune, toutes ces maladies infectieuses touchent l'ensemble des pays tropicaux, mais elles s'étendent de plus en plus vers les zones tempérées à cause de la mondialisation des échanges, de l'urbanisation, du changement climatique. Les moustiques vecteurs de ces maladies profitent totalement de nos nouveaux modes de vie pour étendre leur territoire et nous envahir. Pour contrer ces épidémies et rompre ce cycle infernal entre humains, moustiques, virus et parasites, des insecticides et des moustiquaires sont utilisés, des médicaments et des vaccins sont développés, mais c'est insuffisant. Et des moyens de lutte étonnants qui s'attaquent directement aux moustiques voient le jour. Dans l'œil des Aedes, des Culex, des Anophèles, voyage dans un monde qui s'étend chaque jour, le monde des moustiques. Parmi 3500 espèces recensées dans le monde, seules quelques dizaines originaires des pays tropicaux sont porteuses de maladies. Au Brésil, l'une d'elles est particulièrement préoccupante. Je m'appelle Aedes aegypti. Je suis plutôt petit, 5 mm. Mon corps est tigré et j'ai un dessin en forme de lyre sur le dos. Je suis présent sous les tropiques dans 4 continents et porteur potentiel de plusieurs virus, comme la dengue, mais aussi le Zika, la fièvre jaune et bien d'autres. J'apprécie beaucoup les humains, surtout quand ils se regroupent dans les villes. Les ancêtres d'Aedes aegypti vivaient dans la forêt africaine et lors du commerce des esclaves, ils ont pris, eux aussi, les bateaux pour l'Amérique du Sud et l'Asie. Partout, les Aedes se sont adaptés aux villes. Près des hommes, ils trouvent du sang pour se nourrir et des points d'eau pour pondre. En plus, ils peuvent porter une maladie qui touche plus de 120 pays et provoque des dizaines de milliers de morts, la dengue. Il a commencé avec de la fièvre, jusqu'à 40 degrés. Il était faible, il ne mangeait pas, il ne buvait plus. Alors je l'ai amené à l'hôpital et ils l'ont gardé. C'était la dengue. On lui a fait des perfusions. À Rio de Janeiro, les équipes sanitaires suivent attentivement la prolifération des Aedes. Ils collectent des moustiques là où des cas de dengue sont détectés. Ricardo Lourenço, entomologiste de l'Institut de recherche Fiocruz, accompagne les équipes de surveillance. Regardez, ici, il y a des larves. Et là, le moustique est sur le point de naître. C'est mieux qu'il n'y ait rien sous les pots. Il faut vider l'eau. Aedes aegypti est un moustique qui vit dans les maisons et autour des maisons. Dans une ville comme celle-ci, avec une très forte densité démographique, il y a une grande désorganisation urbaine. Il manque des infrastructures. Par exemple, le réseau de distribution d'eau et le ramassage des ordures sont très insuffisants. Tout cela augmente le risque de la transmission de la maladie. Dès 4 heures de l'après-midi, on est obligé de fermer les portes, sinon tous les moustiques entrent. Avec la marée, quand l'eau remonte, ça nettoie tout, mais avec les eaux stagnantes, ça peut amener la dengue dans tout le quartier.
Si la femelle Aedes aegypti pique les humains, ce n'est pas par plaisir. C'est qu'elle a besoin de leur sang, des protéines qu'il contient, pour développer ses œufs. Elle peut en pondre environ 500 lors de sa courte vie, à peine quelques semaines. Quand l'eau recouvre les œufs, ils éclosent, deviennent des larves qui évoluent à l'état de nymphes. Celles-ci vont ensuite sortir de leur enveloppe, se déployer et s'envoler. Et effectivement, Aedes aegypti s'implante. Le climat chaud et pluvieux des villes brésiliennes lui est favorable. Quand ce moustique est en présence du virus, les épidémies peuvent s'étendre très rapidement. Ce moustique ne vole pas beaucoup. Dans sa vie, il ne s'éloignera pas plus de 200 ou 300 mètres de l'endroit où il est né. Qui propage la dengue d'un quartier à l'autre? Ce sont les populations, ce sont les personnes infectées qui se déplacent et qui sont à nouveau piquées par d'autres moustiques. C'est dans les quartiers où il y a des concentrations humaines que vous aurez le plus de risques de contracter la dengue. Que ce soit la dengue ou le Zika, pour pouvoir passer d'un homme à un autre et l'infecter, le virus a besoin du moustique comme vecteur, et donc il ne le tue pas, il se sert même de son corps. Une fois que le moustique a ingéré le sang contaminé, le virus va se multiplier. En premier lieu dans l'estomac du moustique. Ensuite, il va se disséminer dans tout son corps, ses organes, et en particulier dans ses glandes salivaires. Et quand le moustique va ensuite piquer une autre personne, le virus présent dans la salive va contaminer cette autre personne. Cela vous fait mal si j'appuie ici? Un peu. Et ici? C'est douloureux? Oui, ça fait mal. Avez-vous senti une altération du goût? Oui, tout me semble très amer. Cette forme non grave, c'est la forme classique. De la fièvre, des maux de tête, des douleurs rétro-orbitales. Il y a aussi des éruptions cutanées. De plus, quand une personne a souffert d'une première infection par un certain sérotype de la dengue et qu'elle attrape ensuite une deuxième infection, le risque qu'elle développe une forme plus grave augmente. Rio de Janeiro est un carrefour pour les hommes qui voyagent et qui portent parfois le virus, mais aussi pour les marchandises expédiées dans tout le pays qui peuvent contenir des passagers clandestins, les œufs des moustiques. Ces œufs, prêts à éclore, se retrouvent dans d'autres villes brésiliennes comme Manaus, au cœur de l'Amazonie. Et quand le virus, qui a voyagé avec les hommes, rencontre un moustique, la dengue se propage. Sergio Luz, directeur de la Fiocruz de Manaus, s'inquiète particulièrement des nouveaux cas de dengue déclarés dans les quartiers périphériques. Si des personnes infectées arrivent, vous créez évidemment les conditions idéales pour la formation d'un nouveau cycle épidémique. Nous avons eu ici 35 000 cas de dengue. Pour une ville de 2 millions d'habitants, cela fait beaucoup. Quand une grande épidémie démarre, ces quartiers sont les premiers touchés. Mon fils a eu la dengue. Moi non, pas cette fois-ci. Mais je l'ai eu, avec beaucoup de fièvre. Lui, il est encore malade actuellement, avec les mains et les genoux tout enflés. Pour les malades de la dengue, la seule chose que l'on sait faire, c'est traiter les symptômes. Mais pour limiter la propagation de la maladie, nous pouvons essayer de contrôler le vecteur. Contrôler le moustique, vecteur de la maladie,
c'est surtout essayer de réduire massivement les populations de moustiques pour diminuer les risques de transmission. Pour cela, les chercheurs imaginent toutes sortes de stratégies. Des expérimentations ont lieu actuellement à 100 km de Manaus. Il s'agit d'utiliser un insecticide inoffensif pour les hommes, le pyriproxyphène. Dans ce centre, les services municipaux de santé préparent l'insecticide qui va être déposé dans les habitations. 1000 pièges sont dispersés dans toute la ville. Sergio Luz suit l'opération. Elvira, comment la population accueille-t-elle nos interventions? Les gens sont de plus en plus sensibilisés. Ils nous ouvrent volontiers leur maison et acceptent que l'on installe des pièges. Ils nettoient même les gîtes larvaires qu'ils trouvent dans leur jardin. Les équipes déposent cet insecticide dans des pièges qui imitent les gîtes larvaires. C'est là que la femelle viendra pondre. Le moustique Aedes a la particularité de ne pas pondre ses œufs dans un lieu unique. Il distribue ses œufs dans plusieurs endroits. Quand il s'arrête sur un piège imprégné d'insecticide, il se contamine et va apporter lui-même cet insecticide vers d'autres gîtes larvaires. Ainsi, c'est lui-même qui finit par disperser l'insecticide, y compris dans les endroits difficiles d'accès. Avant nos interventions, nous récoltions entre 850 et 1000 larves à chaque contrôle. Mais maintenant, nous ne trouvons plus que 200 larves à chaque fois. Et la quantité baisse encore. C'est très encourageant. Dans l'état de Bahia, la lutte va encore plus loin. Elle fait l'objet d'un programme spectaculaire. Pour réduire autant que possible les populations de moustiques responsables des épidémies, on produit en laboratoire et on relâche dans la nature une souche transgénique du moustique Aedes aegypti. Cette souche est produite par la firme anglaise Oxitec et le laboratoire brésilien Moscamed évalue l'efficacité de la technique. Pour obtenir des millions d'exemplaires de cette souche, Moscamed a conçu une véritable usine. C'est une nouvelle technologie. Il s'agit de combattre le vecteur par le vecteur lui-même. Comment ça fonctionne? Nous créons un lignage transgénique et nous libérons seulement les mâles. Ces mâles vont se croiser avec les femelles et toute leur progéniture va mourir. On dérègle un gène pour obtenir l'effet recherché, un gène qui va provoquer la mort des larves. Pour produire ces millions de mâles, il faut entretenir toute une colonie de moustiques transgéniques, mâles et femelles. Des centaines de milliers d'œufs sont produits chaque jour. Ils sont récoltés et placés dans les bacs où se développeront les larves puis les nymphes. Après la phase de production des nymphes, nous passons au sexage, c'est-à-dire à la séparation des mâles et des femelles. Nous utilisons 2 plaques de verre parallèles. Comme les nymphes mâles sont plus petites, pour les faire descendre et les séparer des femelles, il suffit de desserrer un peu les plaques de verre. Notre capacité de production est de 4 millions de moustiques mâles par semaine. Ces millions de nymphes mâles génétiquement modifiées ne survivent en laboratoire que grâce à l'apport d'un antibiotique. Sans lui, elles meurent. Elles vont devenir des adultes mâles qui seront relâchés et qui vont s'accoupler avec des femelles sauvages. Ces femelles vont pondre dans des gîtes et leurs larves, qui possèdent le gène déréglé mais qui sont privées de l'antibiotique du laboratoire, vont mourir. « 120 millions de moustiques ont déjà été libérés. C'est la plus grande opération de lâcher de moustiques en milieu naturel dans le monde. 3 fois par semaine, des centaines de boîtes sont acheminées sur des quartiers de la ville de Jacobina, choisis pour cette expérimentation.
les mâles libérés vont chercher à s'accoupler avec les femelles présentes dans les maisons alentours. Pour qu'ils supplantent efficacement les mâles sauvages, il faut les relâcher en très grand nombre. Dans cette ville du Nord-Est où des épidémies de dengue ont déjà eu lieu, la population informée n'est pas inquiète de ces lâchers, d'autant que les moustiques mâles ne piquent pas. Les moustiques qu'ils libèrent restent à l'intérieur 2-3 jours, pas plus. Ils viennent de là-bas, ils arrivent ici, ils volent autour, après ils disparaissent. Quand les moustiques sont là, quelquefois, ma petite fille s'inquiète. Elle demande si c'est le moustique de la dengue. Je lui dis que non. Ses professeurs lui en ont parlé à l'école. Ce lâcher massif d'organismes génétiquement modifiés a fait l'objet d'un long processus d'autorisation. Toutes les étapes, importation des souches transgéniques, production des larves, lâcher de moustiques, ont été contrôlées et certifiées par la Commission de biosécurité brésilienne. Les premiers résultats sont encourageants. Mais pour arrêter la transmission de la dengue en diminuant la population d'Aedes aegypti, combien de moustiques faudra-t-il relâcher? Et pendant combien de temps pour obtenir une réduction massive et durable? Un questionnement d'autant plus fondamental que chaque jour le territoire des moustiques s'étend grâce à la colonisation incontrôlée de la forêt équatoriale, là où les hommes n'avaient jamais encore pénétré. Je construis déjà une petite baraque pour m'approprier ce terrain. Après, je ferai une maison plus grande. Il y aura beaucoup de monde ici, et si j'ouvre plus tard un petit commerce, ça va bien marcher. Plus les zones habitées s'étendent et plus Aedes, le moustique des villes, trouve le gîte et le couvert et gagne du terrain. La dengue aussi. Par ici, il y a déjà eu des épidémies de dengue. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui en sont mortes. Ce qui provoque cette augmentation de la dengue, ce sont les gens. Ils s'installent, ils font des trous, s'accumule l'eau, la pluie. Et après, ça démarre. Plusieurs études ont montré que les moustiques prolifèrent bien plus dans une zone de construction de routes ou de déforestation que dans la forêt vierge. Le nombre de piqûres peut être multiplié par 300. Pour le biologiste François Renaud, cela souligne les interactions entre l'homme, le virus et le moustique. D'un côté, je fais de la déforestation. De l'autre côté, j'ai des populations humaines qui arrivent. La déforestation, ça va créer de nouveaux gîtes larvaires pour les moustiques. Et si je leur amène des hommes à côté qui aient leur nourriture, les moustiques ne sont pas stupides, ils vont se diriger vers cette nourriture-là, ils vont se développer avec, et donc s'il y a des pathogènes au milieu, eh ben, je vais simplement augmenter automatiquement, par voie naturelle, le nombre d'infestations. C'est tout simple. Une maladie cause 20 fois plus de morts que la dengue. Elle affecte près de la moitié de la population mondiale. C'est un parasite qui en est responsable, et c'est encore un moustique qui la transmet. Je m'appelle Anophel Gambiae. On me reconnaît au fait que ma trompe, ma tête, mon thorax et mon abdomen sont dans le même plan horizontal. Il y a 468 espèces dans ma famille, mais je fais partie de la dizaine qui transmet des maladies infectieuses, et particulièrement le paludisme, ce que les humains appellent une maladie tueuse. À l'origine, Anophel Gambiae est un moustique des champs ou des forêts présent dans les zones tropicales. Il affecte surtout les populations rurales. La femelle transmet le paludisme ou malaria, qui fait près de 600 000 morts par an. Au Burkina Faso, les scientifiques de l'Institut de recherche en sciences de la santé travaillent auprès des agriculteurs qui se sont convertis à la riziculture depuis 1980. À cette époque, la culture des rizières obéissait à des règles précises où tout le monde préparait, plantait et récoltait au même moment. Allez, Annick, ça va? Ok.
Mais ce beau synchronisme a volé en éclats, non sans conséquences sur la prolifération des moustiques. Au départ, ils étaient unis, donc ils travaillaient en termes de coopération. Ils faisaient les cultures de riz de façon synchrone. Donc après les récoltes, tous les casiers étaient asséchés. Donc les gîtes larvaires sont détruits. Maintenant que c'est désorganisé, nous avons des gîtes en permanence, sur toute l'année. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera du riz ou autre culture qui amène de l'eau favorable aux gîtes et à la reproduction d'Anopheles gambiae. Même si ce n'est pas celui-là, plus tard, ce sera le voisin qui va faire aussi la mise en eau. Là, ici, on a une grande eau. Dès qu'ils vont baisser, tu auras une multitude de gîtes larvaires vraiment favorables à Anopheles gambiae. D'ailleurs, tu vois les larves. Voilà une larve là-bas. Je ne pense pas que le commun du producteur le sache. Ils ne savent pas du tout qu'il y a un lien entre, par exemple, ce qu'on est en train de voir ici et le développement du paludisme ou du moustique. Donc il faut travailler en amont avec les associations pour expliquer dans l'association qu'il y a un lien très très étroit entre la culture, la production du riz et les vecteurs du paludisme. D'autres pratiques mal maîtrisées ont un impact direct sur le moustique. Dans l'ouest du Burkina, l'usage intensif de l'insecticide en agriculture a influencé donc, la résistance aux insecticides. Je vous prends juste un exemple. Quand on fait un traitement d'un champ au niveau des gîtes larvaires, les adultes qui en sortent finissent par développer de la résistance. En effet, de génération en génération, seuls les moustiques qui résistent survivent. Ils se reproduisent entre eux et l'insecticide censé les tuer devient inefficace. Assalamu alaikum. Ça va? La situation est parfaite pour l'adulte Anophel gambiae qui sort des rizières et se dirige vers le village. Pour piquer et se nourrir, la femelle dispose de plusieurs facultés, notamment sa vision infrarouge qui indique les sources de chaleur des corps, sa capacité d'identifier le dégagement de CO2 des mammifères et son odorat. Il y a combien d'enfants là? Il y a combien de Tabo. Est-ce qu'ils ont de temps en temps la fièvre? Ça veut dire quoi? Et souvent ils ont la fièvre. Ils ont la fièvre. Oui. Ici là vous dormez, comment vous dormez? Vous avez des moustiquaires? Il y a un moustiquaire dans le cabinet. Ah, je peux voir? Ah là, il y a beaucoup de moustiques qui peuvent même rentrer par là. Vous avez les casiers rizicoles qui sont derrière. Il y a beaucoup de gîtes, les moustiques donc... On a des ouvertures par là. Voilà, et les moustiques peuvent rentrer de partout. Et donc, ils sont obligés d'utiliser la moustiquaire pour la nuisance, mais aussi quand il s'agit des petits-enfants, pour les protéger contre les piqûres infectantes. Malheureusement, ici, on a beaucoup de résistance des vecteurs donc, aux insecticides qui sont utilisés pour imprégner ces moustiquaires. La population ressent fortement la nuisance, même quand ils utilisent la moustiquaire. Là aussi, la femelle moustique s'adapte de façon surprenante aux protections que les hommes mettent en place. Aujourd'hui, un nouveau phénomène apparaît. Elle change ses horaires. Avant, elle piquait généralement la nuit. Maintenant, elle est capable de piquer aussi à la tombée du jour, avant que les humains ne se protègent. La pauvreté est également un autre obstacle à une bonne protection. Un producteur qui revient du champ et qui n'a pas suffisamment de moyens pour se protéger va dormir dans sa chambre sans protection. Il est forcément donc, exposé aux piqûres. Il n'a pas de moyens pour couvrir toute sa famille. Par exemple, un moustiquaire imprégné, la famille est exposée aux piqûres infectantes de paludisme. Il n'a pas de moyens pour payer les médicaments quand les enfants sont malades. Adaptation aux habitats, aux activités et aux horaires des hommes,
Résistance aux insecticides, l'Anophèle conquiert aussi les villes, un milieu a priori défavorable pour lui, le moustique des champs. Simon travaille dans ce quartier de Bobo-Dioulasso et fait un constat inquiétant. Normalement, les anophèles ont besoin d'eau claire, mais les moustiques se retrouvent du coup au centre-ville, dans un quartier où le seul gîte disponible, c'est un marigot avec de l'eau polluée. Donc, au fil du temps, de génération à génération, les moustiques vont développer une résistance aux différents polluants qu'on trouve dans cette eau. Ces résistances multiples expliquent en partie la mortalité due au paludisme, où 95% des morts sont des enfants de moins de 5 ans. Même s'il régresse depuis 15 ans grâce aux politiques de prévention et aux médicaments, le palu reste un enjeu majeur de santé. Les gens sont souvent malades et en moyenne, ils peuvent présenter 2 fois le paludisme dans l'année par personne. Et les variables vont de 1 à 10 épisodes durant l'année. Et c'est surtout les enfants qui font ce genre de crise. Je crois qu'il ne faut plus garder à l'esprit le fait qu'on va éradiquer. Éradiquer la malaria au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, c'était le DTT. Les grandes nations avaient dit, fini, malaria, on en fait notre problème, il n'y en aura plus dans 10 ans, on va tout plier. C'est pas vrai, il y en a toujours et il y en a beaucoup. Donc je crois que ça, c'est une première réflexion qu'il faut avoir par rapport aux pathogènes. Mis à part la variole, je n'ai aucun cas d'un pathogène qui a été éradiqué de la surface de la Terre. Aucun. Donc ils sont toujours là. Donc ce qu'il faut, c'est les neutraliser. Ce qu'il faut, pas les domestiquer, parce que c'est un grand mot, mais en tous les cas, les maintenir à des taux de reproduction et de démographie assez faibles pour qu'ils causent le moins de tort possible. S'attaquer à la reproduction des moustiques pour réduire leur population, s'attaquer à la transmission du parasite par le moustique pour le rendre inoffensif, sont au cœur des stratégies explorées par les scientifiques. Au centre de l'IRSS, des prises de sang sont effectuées sur des enfants atteints par le paludisme. Dans les échantillons de sang infectés sont testés des anticorps pour de futurs vaccins, mais aussi des extraits de plantes. Nous nous sommes inspirés de la médecine traditionnelle qui utilise beaucoup ces extraits de plantes pour des préventions. Donc, après étude au niveau des animaux, des souris principalement, nous avons détecté que ces substances arrivaient à inhiber le développement de parasites. Alors, nous avons voulu voir si ces substances-là pourraient aussi agir au niveau du vecteur. Les chercheurs ajoutent au sang contaminé les substances qu'ils souhaitent tester. Il est ensuite donné aux moustiques femelles. Quand elles aspirent ce sang, les parasites qu'il contient vont jusqu'à leur estomac. C'est là qu'ils se multiplient. L'objectif des chercheurs est d'empêcher les parasites d'arriver jusqu'à la salive du moustique. Le but est disons-le comme ça, c'est de guérir le moustique. Et comme nous avons nos molécules en ce moment dans l'estomac du moustique, avec donc le parasite, nous avons l'espoir que nos molécules vont bloquer le développement de ce parasite dans le moustique et comme ça interrompre la chaîne de transmission. Dans la vallée du Cou, d'autres recherches se mènent au cœur de ce village touché par le paludisme, dans ce que l'on nomme une malariasphère. C'est le comportement des moustiques que les chercheurs étudient et ils sont très motivés. Le matin,
tu passes devant les centres de santé et tu vois ces enfants qui pleurent, qui ont la fièvre, tu vois les femmes enceintes qui font des fausses couches à cause du palu, on n'arrive pas à dormir du tout. Donc, nous réfléchissons à comment faire pour développer de nouvelles méthodes de lutte et comment faire pour réduire la densité des moustiques dans les villages, et c'est notre vie. Pour cela, on reconstitue des environnements naturels dans la malariasphère. Il s'agit d'étudier les essaims de moustiques mâles qui se forment à la tombée du jour, toujours aux mêmes endroits précis du village. On cherche d'abord à comprendre pourquoi tel ou tel emplacement. Avec des tapis, des tas de branches, on reproduit des lieux où les moustiques se rassemblent en essaim et on essaye de trouver ce qui les attire dans ces lieux précis. Un essaim, c'est une agrégation aérienne composée principalement de mâles et où les femelles vont entrer et se faire inséminer. Et si on arrive à identifier le marqueur qui attire le plus de moustiques, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Il s'agira de créer ces marqueurs en question dans le village et attirer plus de mâles. Le but est de recréer ces points de fixation des essaims dans le village pour mieux les piéger et les détruire. L'autre piste s'intéresse à la reproduction elle-même, aux signaux que les mâles émettent pour attirer les femelles. Un essaim, c'est une sorte de bal. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a 100 garçons comme ça, ils vont faire le bal, ils vont mettre la musique, et là ils vont inviter les demoiselles qui vont venir. Exactement chez les moustiques, ça se passe pareil. Les femelles seront attirées par le son des mâles. Ils produisent un son particulier qu'on n'arrive pas exactement à identifier, mais qui attire les femelles. Reproduire ce son pourrait ouvrir une piste pour attirer les femelles et les éliminer. Ces études comportementales innovantes vont peut-être ouvrir la voie à un meilleur contrôle des populations de moustiques. L'Asie souffre aussi du paludisme et de la dengue. Mais sur ce continent, 3 milliards de personnes sont exposées à un risque supplémentaire, et c'est encore un moustique qui en est la cause. Je m'appelle Culex tritaeniorhynchus. Malgré un nom de dinosaure, je ne suis qu'un moustique. Et je fais partie d'un ensemble de plus de 1000 espèces. Mon thorax et mes pattes sont couverts d'écailles brunes. Mon territoire est l'Asie du Sud-Est et j'adore piquer les oiseaux sauvages, ceux qui portent le virus de l'encéphalite japonaise. En Asie du Sud-Est, le climat, la démographie, les échanges économiques ou les modes d'élevage archaïques créent un environnement favorable aux épidémies. Le Culex tritaeniorhynchus transmet le virus de l'encéphalite japonaise, une maladie qui peut entraîner des troubles graves chez les jeunes enfants, voire la mort. Il joue son rôle de vecteur de manière différente, et cette singularité intéresse les chercheurs de l'Institut Pasteur du Cambodge. Didier Fontenille dirige un projet pour comprendre les chemins parfois détournés que prennent les contaminations et les épidémies. La première étape consiste à vérifier la présence du moustique et du virus chez des éleveurs. Good. They are mosquitoes. Most of them are Culex. It is exactly what we are looking for. L'encéphalite japonaise, c'est encore un modèle différent. Les moustiques s'appellent des Culex. Ils sont sauvages, ils se développent dans les étendues d'eau, comme les rizières, comme les bords de rivières, comme les marécages. Ils piquent plutôt les oiseaux, mais de temps en temps, ils ne dédaignent pas piquer d'autres animaux, comme les cochons ou l'homme. Et c'est à l'occasion de ces repas, qui ne sont pas les repas habituels, sur d'autres vertébrés,
qui vont transmettre le virus. Julien Capel a choisi cette petite ferme identique à des centaines d'autres pour mener son programme d'études. Et le constat est immédiat. On s'intéresse aux cochons pour leur rôle de sentinelle. Ça permet de détecter le passage du virus. On a fait des premiers prélèvements et ce qu'on voit en fait, c'est qu'en l'espace de 1 à 2 mois, tous les cochons sont infectés par le virus de l'encéphalite japonaise. Ce qui veut dire qu'il y a une forte circulation du virus dans ces zones et aussi donc un risque permanent d'infection pour les humains. Pour comprendre les mécanismes de transmission de l'encéphalite japonaise, il faut comprendre le rôle de chacun des acteurs du cycle. Les oiseaux, les cochons, les hommes et les moustiques. Ce que l'on pense, c'est qu'il y a seulement 3 ou 4 espèces de moustiques qui sont capables de transmettre le virus jusqu'à l'homme. Pour déterminer quelles sont ces espèces, lesquelles piquent les cochons et les hommes, Didier Fontenille repère aux alentours de la ferme les milieux favorables aux moustiques pour y poser des pièges. Ici aussi, la rizière est un lieu propice. Pour l'encéphalite japonaise, c'est le milieu idéal. On a les autres vertébrés, qui sont les oiseaux, et les moustiques qui se développent dans la rizière qui est irriguée. Ensuite, pour le moustique, s'il veut manger autre chose que de l'oiseau, c'est assez facile, il va voler jusqu'au village qui est à 200 mètres d'ici. Ensuite, une fois qu'il aura fait son repas de sang là-bas, il va revenir jusqu'à la rizière pour pondre ses œufs sous les pieds de riz. Il y a beaucoup d'eau et le cycle de la vie du moustique va continuer. Malheureusement, le cycle de l'encéphalite japonaise aussi. Dans ces fermes, la proximité des oiseaux, hôtes naturels, des cochons et des hommes pose problème. Les passages de virus d'une espèce à l'autre par ces moustiques sont facilités par cette promiscuité. Et les populations concernées ne font pas le lien entre le moustique et la maladie. La vaccination ne va pas de soi, donc il faut quand même expliquer qu'il y a un certain nombre de maladies que les gens connaissent ici, parce qu'ils ont tous entendu parler d'un cas d'un enfant qui a eu une encéphalite, voire qui est mort, sans pouvoir rattacher à la maladie encéphalite japonaise. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est transmis par les moustiques et que l'on peut se protéger par un vaccin. Cette ignorance et l'usage insuffisant du vaccin, peu accessible aux populations pauvres, permettent non seulement à l'encéphalite de se maintenir, mais également de s'étendre au-delà de l'Asie du Sud-Est. L'hôpital de Phnom Penh accueille de jeunes enfants, souvent les premiers atteints. Après la transmission par le moustique et une période d'incubation d'environ 1 semaine, les enfants montrent les premiers symptômes. Ce sont des infections respiratoires, de la fièvre, de la toux. Ensuite, le virus atteint le système nerveux. Le comportement des enfants est perturbé. Ils sont agités. Cela peut provoquer des pertes de conscience et parfois le coma. Dans ce cas, la maladie peut être fatale. Dans les milieux naturels perturbés par l'homme, des espèces qui ne se côtoyaient pas entrent aujourd'hui en contact les unes avec les autres. De nouveaux cycles épidémiques peuvent se mettre en place. Face à ces nouveaux risques, l'Institut Pasteur joue un rôle de sentinelle. Peut-être que demain, ça va être un autre virus transmis par les moustiques. Peut-être qu'il viendra des oiseaux, peut-être qu'il viendra des chauves-souris, peut-être qu'il viendra des rongeurs. Mais à travers des moustiques, il va émerger et peut-être qu'il atteindra l'homme. Donc nous avons besoin de développer des recherches fondamentales pour comprendre les mécanismes d'émergence de ces virus. Dengue, chikungunya, Zika. Ces maladies autrefois très limitées géographiquement s'étendent et deviennent aujourd'hui un problème planétaire. Pour se propager, ces virus ont trouvé un vecteur très efficace et pour l'Europe, la menace se précise. Plus de la moitié de la population mondiale est aujourd'hui urbaine. Et un moustique a justement réussi à s'inviter dans les habitats humains
et à s'installer durablement. Sa conquête s'accélère. Je m'appelle Aedes albopictus. Le grand public m'appelle moustique tigre. Je ressemble à mon cousin Aegypti, mais la différence est que j'ai une simple ligne blanche sur mon dos. J'adore voyager d'un continent à l'autre, je profite du réchauffement climatique et je me suis parfaitement adaptée à la ville. Ma particularité, je peux porter et transmettre plein de maladies. Présent dans le sud de l'Europe, Aedes albopictus est entré en France en 2004. Il fait partie des 100 espèces les plus invasives au monde. Il vient d'Asie du Sud-Est et il a emprunté les transports des hommes pour envahir 4 continents. Pour voyager, il a pondu ses œufs au milieu des marchandises, et notamment les pneus, où il reste toujours un peu d'eau. Suivant les grands axes, il s'est installé dans les villes. Porteur potentiel de dengue, de chikungunya et même de Zika, il est très surveillé. Les services de démoustication posent des pièges pour vérifier sa présence grâce aux œufs qu'il pond. Tu vois, bon, c'est de l'album. Facilement 300 ou 400, je pense. Très positif. Échantillon. Voilà, on peut passer au suivant. C'est sur cette aire en fait, qu'on l'a retrouvé pour la première fois en fait, dans la région. Donc il suffit que quelques personnes aient à leur insu en fait, chargé un moustique tigre lorsqu'ils sont partis. Donc la personne s'arrête ici, le moustique, puisqu'il a réussi à la piquer pendant le trajet, il va ressortir et essayer de pondre ses œufs, de s'installer en fait. On a essayé de le contrôler, ça n'a pas très bien fonctionné, puisqu'il a réussi à sortir de l'aire d'autoroute et coloniser le village le plus proche, qui est à quelques centaines de mètres. Et en effet, il s'installe. D'est en ouest, il a envahi l'arc méditerranéen, puis il est allé encore plus loin jusqu'à Toulouse et Bordeaux, toujours en suivant les axes de communication. Et depuis 2015, on constate qu'il s'implante en région parisienne. Même le froid n'arrête pas cette espèce de moustique extrêmement invasive. En effet, le moustique tigre, contrairement à ses ancêtres, survit en climat tempéré et c'est nouveau. La femelle ne résiste pas à l'hiver en tant qu'adulte, mais ses œufs, oui. Ils rentrent en hibernation, ce qu'on appelle la diapause. La femelle qui va pondre ses œufs lorsque arrive l'automne, elle va programmer ses œufs en quelque sorte pour qu'ils n'éclosent pas tout de suite et pour qu'ils attendent en fait que la photopériode se rallonge, donc la durée du jour se rallonge, que les températures soient plus clémentes, tout simplement pour permettre leur développement sans être tués par le froid. Le moustique tigre se déploie. Ses œufs résistent à l'hiver, mais le danger est surtout qu'il rencontre un virus. En Europe, des centaines de milliers de voyageurs viennent chaque jour des pays tropicaux. Certains sont porteurs de virus, parfois à leur insu. Il suffit alors qu'un moustique tigre les pique pour que la maladie puisse être transmise. Et c'est déjà arrivé. En 2015, 11 personnes ont été infectées par le virus chikungunya dans l'Hérault et 5 personnes ont contracté la dengue à Nîmes. Face à cette situation, des opérations sont menées. Au petit matin, dans la banlieue de Montpellier, un curieux équipage effectue une dispersion d'insecticides entre les maisons. Les opérations d'élimination ou de démoustication visent à plutôt détruire les moustiques qui auraient pu piquer des personnes qui reviendraient de voyage, qui seraient, elles, porteuses de ces virus. Donc la stratégie, c'est bien d'empêcher l'apparition d'épidémies, plus que, pour l'instant, éliminer Aedes albopictus, qui est une des espèces les plus invasives au monde et pour laquelle on sait que c'est mission impossible. L'éradication du moustique étant hors de portée, la diminution de sa population reste l'objectif. Mais chaque situation nécessite des stratégies adaptées. Dans cette course de vitesse, un laboratoire qui regroupe le CNRS, l'Université de Montpellier et l'Institut de recherche pour le développement est en première ligne.
pour les années à venir, il faut savoir qu'on a une menace réelle et avérée qui plane sur nos têtes. C'est-à-dire que le moustique, maintenant, il est ici, chez nous, installé, et donc à l'affût, il va pouvoir s'infecter dès qu'on va lui proposer du virus, quand les gens ramènent du virus de zones d'endémie, par exemple. Donc le risque, il va toujours être là. L'atout principal du laboratoire de Montpellier est de disposer d'espaces isolés du monde extérieur où l'on inocule virus et parasites à des fins expérimentales. Face à l'émergence de nouveaux virus, comme Zika récemment, cet outil est indispensable. On va pouvoir également travailler sur les relations entre ces moustiques et les pathogènes qui transmettent pour casser la transmission, en quelque sorte vacciner le moustique contre les virus. C'est certainement plus facile de vacciner un moustique contre un virus que de vacciner un homme. Leur système immunitaire est beaucoup plus rudimentaire que le nôtre, même si on n'en connaît pas encore tous les secrets. Ce laboratoire est aussi un insectarium où l'on étudie le comportement des espèces invasives, leur relation avec les pathogènes, l'efficacité de nouveaux insecticides. Salut Angie. Salut. Voilà tes moustiques. C'est des Aedes albopictus. Super. Ils ont quel âge du coup 7 jours. Ok, parfait. Super, merci beaucoup. On étudie les organes récepteurs des moustiques et quelles molécules les attirent ou les repoussent. Ici, ce sont les antennes qui sont soumises à différentes stimulations, notamment les odeurs corporelles des humains. Les études que nous réalisons sur les odeurs, par exemple, vont nous permettre d'identifier des composés attractifs qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour attirer les moustiques vers ces pièges-là. A l'inverse, on va identifier des molécules répulsives et utiliser ce cocktail de molécules répulsives et attractives pour manipuler le comportement du moustique et l'attirer dans des pièges pour le tuer. On exploite aussi des organismes déjà présents dans la nature. À l'Institut Pasteur, les chercheurs s'intéressent à une bactérie aux propriétés remarquables, Wolbachia. Cette bactérie diminue la durée de vie des femelles moustiques et donc leur capacité de reproduction. Mais elle présente aussi un autre intérêt. Cette bactérie Wolbachia colonise l'intérieur du moustique, aussi bien le tube digestif, qui est le site d'entrée du virus dans le moustique, que les glandes salivaires, que le site de sortie du virus vers l'homme. Les chercheurs ont trouvé que Wolbachia est capable de bloquer la transmission de la dengue en rendant un moustique incapable de transmettre, c'est-à-dire d'avoir du virus de la salive prêt à être transmis à l'homme. Sur l'île de Trinh Nguyen, au Vietnam, où la dengue est présente, des équipes ont relâché des moustiques inoculés par Wolbachia. Les premiers résultats montrent que les Aedes infectés par la bactérie ont supplanté les Aedes sauvages, avec comme conséquence la diminution de la densité des moustiques. Pour éviter qu'une épidémie arrive, il faut que les densités de moustiques soient très bas. Donc en fait, on est gagnant sur les deux plans. C'est-à-dire avant l'épidémie, en diminuant les densités de moustiques, et si jamais le virus arrive, on peut bloquer aussi la transmission. Vous, les humains, vous nous disséquez, vous modifiez nos gènes. Vous nous mettez en contact avec des virus toujours plus pathogènes. Vous êtes une espèce très bizarre. D'un côté, vous faites tout pour nous détruire. Mais de l'autre, vous nous favorisez en vous déplaçant, en vous regroupant, en réchauffant la planète. Pourtant, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne cherchons qu'à vivre et nous reproduire. Comme tout le monde. Dans le trio infernal homme, moustique, pathogène, les humains ont une lourde responsabilité. Par la déforestation, par l'exploitation des forêts profondes jusque-là inexplorées, c'est l'homme qui a en quelque sorte débusqué des virus et des parasites et qui a permis leur rencontre avec des moustiques vecteurs très voyageurs.
Le petit dernier des virus, le Zika, était il y a 70 ans dans une forêt de l'Ouganda. Il est aujourd'hui présent dans 3 continents et s'étend chaque jour grâce notamment aux Aedes. Il y aura d'autres virus. Chikungunya, Zika, c'est pas la fin de l'histoire. Il y aura d'autres virus qui sortiront, c'est une certitude. C'est une situation à laquelle il faut qu'on s'habitue pour pouvoir la gérer correctement. Comment pouvoir gérer cela sans justement aider les pays les moins favorisés, c'est-à-dire de leur donner les moyens que nous avons, nous quand même, pour lutter contre ces pathogènes, parce qu'on les a, et c'est vrai qu'il n'y a quand même pas de grosses épidémies en Europe, et heureusement, et on a cette chance, mais comment on va les aider pour que justement ils puissent élever leur niveau de vie, parce que ce qui se passe chez eux et la santé chez eux nous concerne totalement. Pendant 130 millions d'années, les moustiques ont coévolué avec les virus, avec les parasites, puis avec les derniers arrivés, les humains. Ils font partie de la chaîne de la vie. Dans un monde sans frontières, gérer signifie donc trouver un équilibre en régulant les populations de moustiques et en développant de nouveaux vaccins et traitements. C'est un effort continu qui va nécessiter des investissements considérables. Il ne peut se concevoir que mondialement. Une démarche indispensable pour éviter de nous retrouver dans l'œil du moustique.